Parfait, merci À toi. Tao. Merci beaucoup. Bonjour à tous et meilleurs vœux. Et bien, merci au coffeur de me donner l'opportunité effectivement de parler de ce sujet passionnant et pas si restreint que ça, que sont les condensations du squelette axial. Alors vous verrez, c'est une présentation qui se veut plus pratique que théorique et donc on va pas. L'objectif, c'est vraiment pas de d'écrémer dans le détail l'ensemble des pathologies qui peuvent donner des condensations diffuses, bien que n'hésitez pas à poser des questions sur un point particulier et j'essaierai d'y répondre, mais plutôt de donner une démarche diagnostique quand on se retrouve à la visite, en consultation ou à un staff face à une image, parfois de découverte fortuite ou non, d'une condensation du squelette axial, qu'elle soit unique ou multiple, chez un patient. C'est un topo, je tiens à le préciser, qui a été fait intégralement avec la collaboration du professeur Jean-Denis Laredo, que la plupart d'entre vous doivent bien connaître, qui est dans le monde de la radiologie et des moutons à 5 pattes radiologiques, notre étoile du berger, et qui souvent nous aide à trouver la voie sur ces dossiers difficiles. Et donc, l'algorithme de réflexion et l'algorithme diagnostique a vraiment été fait avec lui. Donc, on ne va pas perdre plus de temps et on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, vous verrez que c'est une présentation qui est articulée autour de 4 cas cliniques qui se veulent assez simples et surtout très, comment dire, emblématiques de certaines pathologies. Et puis, à travers ces cas, on déroulera surtout le raisonnement. Donc, le premier cas, c'est un patient de 59 ans qui a comme principaux antécédents une gastrite et une chirurgie de canal lombaire étroit. D'un point de vue clinique, il présente une altération importante de l'état général, des douleurs osseuses diffuses qui évolue depuis quelques mois. Et puis sur la biologie, une CRP à 150, une anémie normocytaire régénérative modérée à 10 grammes par décilitre et des bilans hépatiques et rénal normaux. Et bien sûr, devant ce tableau, on demande un scanner thoraco-abdominopelvien, entre autres. Donc, je vous ai mis voilà, quelques images de son scanner. Donc, on retrouve le matériel d'arthrodèse. Vous avez à gauche une coupe axiale sur une vertèbre lombaire, à droite, une coupe axiale passant par le bassin et une partie de la sacro-iliaque. Et donc, vous observez ces lésions qu'on décrira après, que je vous laisse bien regarder. Donc, la première question, c'est devant ce type de tableau, parmi les 4 diagnostics qui vous sont proposés, lequel évoqueriez-vous? Donc, je rappelle, homme de 58 ans, douleur osseuse diffuse, CRP à 150. Est-ce que vous évoqueriez des métastases de cancer prostatique, une myélofibrose, une ostéopécilie ou bien une ostéopétrose? Donc, la réponse était des métastases de cancer prostatique et on va voir pourquoi. Donc d'abord, la première question à se poser quand on est face à des condensations du squelette axial chez un sujet adulte, c'est typer l'atteinte. Est-ce que vous êtes face à une condensation diffuse qui est continue, qui va prendre l'ensemble ou une partie d'un os, ou est-ce qu'au contraire, vous êtes sur des condensations multinodulaires avec des plages d'os sains qui se situent sur plusieurs pièces osseuses? En fonction de la réponse à cette première question, on va proposer tel ou tel type de gamme diagnostique. Donc là, évidemment, on était face à des condensations qui étaient plutôt multinodulaires. On n'a pas une condensation diffuse. Vous voyez qu'il y a des plages d'os sains, notamment sur les ailes iliaques, où on voit très bien les lésions condensantes et les plages d'os sains. Donc, on se met dans la situation d'ostéocondensation multinodulaire disséminée chez ce patient du squelette axial de l'adulte. Une fois qu'on a dit ça, vous voyez qu'on a un champ relativement restreint d'hypothèses diagnostiques et que la deuxième question qu'il va falloir se poser, c'est est-ce que ces nodules ont plutôt un aspect quiescent ou ont-ils plutôt un aspect actif? Et on va voir quels éléments, notamment scanographiques tout simples, qu'on a déjà sur la première imagerie, nous permettent d'y répondre. Et ça va nous permettre, lorsque l'on se met dans l'une ou l'autre des situations, de restreindre encore plus le champ diagnostique. Et vous voyez, si on retient des nodules plutôt quiescents, d'évoquer bien sûr des pathologies bénignes, parfois génétiques ou en tout cas congénitales,
avec des choses très classiques comme les îlots condensants bénins qui peuvent être multiples, des choses plus rares comme l'ostéopécilie ou l'ostéopathie striée, la méloréostose, et une maladie encore plus rare, avec en tout cas une atteinte osseuse très rare, c'est la sclérose tubéreuse de Bourneville. Et puis si on est sur quelque chose d'actif, on rentrera dans une gamme diagnostique complètement différente, avec bien sûr tout ce qui est néoplasique et les hémopathies principalement, mais aussi ce qu'on appelle les OSE, c'est-à-dire sarcoïdose mastocytose, le syndrome de Schnitzler, dont on pourra dire un mot si on a le temps, et puis certaines formes assez rares de SAPHO. Donc, chez notre patient, on va voir si ces nodules sont plutôt quiescents ou plutôt actifs. Alors, comment est-ce que vous répondez à cette deuxième question? Donc, un nodule quiescent, la première chose à regarder, c'est est-ce que le nodule est homogène ou est-ce qu'il est plutôt hétérogène? Si le nodule est bien homogène, sans zone creuse, sans zone hypodense, eh bien, il sera plutôt quiescent. Si en revanche, on a un nodule qui est plutôt hétérogène, avec des plages très condensées, des plages moins condensées, on sera plutôt sur un nodule actif. La densité est aussi importante, donc ça, vous savez que ça s'évalue en unité Hounsfield. Le radiologue peut vous le faire, mais vous pouvez aussi maintenant, avec la plupart des logiciels qu'on a, le faire vous-même. Et donc, un nodule quiescent sera plutôt très dense, peu inflammatoire, donc avec peu d'œdème, et vous aurez quelque chose supérieur à, en gros, 880 unités Hounsfield. En revanche, pour un nodule actif, on sera en deçà. Les bords aussi sont importants. Si on est sur quelque chose de quiescent, c'est donc quelque chose qui n'est pas évolutif, les bords seront bien nets, avec une différenciation entre l'os sain et l'os entre guillemets pathologique facile à faire. En revanche, sur un nodule actif, ce sera plus flou, avec parfois un front de condensation qui sera décroissant autour du nodule. La taille des nodules peut aussi être aidante. Ce n'est pas du 100%. Globalement, dans l'ostéopécilie, on a des nodules de taille globalement égale à quelques millimètres près. Sur des pathologies plus actives, comme par exemple un lymphome ou autre, on aura des gros nodules, des petits nodules qui coexistent. Et après, les autres examens d'imagerie peuvent aussi vous aider. Bien sûr, sur un nodule quiescent, la scintigraphie sera non ou peu fixante. Il en sera de même pour la TEP, qui sera globalement peu discriminante sur l'activité ou pas d'un nodule de condensation osseuse. Et puis l'IRM, bien sûr, si vous êtes sur quelque chose de très quiescent, vous aurez une texture osseuse avec un hyposignal T1, un hyposignal T2, l'absence de rehaussement. Si on est sur quelque chose d'actif, on aura souvent un hyposignal T1 et un signal T2 variable, plus souvent hyper, et en revanche une prise de contraste plus nette qui témoigne de l'activité du nodule. Donc, si on applique, donc voilà deux images différentes de nodules. Donc, vous voyez à gauche un nodule qui est un îlot condensant bénin. On a vraiment quelque chose, vous voyez, de complètement homogène avec des limites parfaitement nettes. Si on mesurait les unités Hounsfield, elles seraient probablement supérieures à 1000, voire à 2000. Là, on ne peut pas comparer la taille du nodule puisqu'il n'en a qu'un. Et sur l'autre versant, vous voyez, donc ça, c'est un de nos patients chez qui on n'a pas de diagnostic, mais qui a des nodules actifs sur le rachis lombaire. Et vous voyez qu'il a un nodule qui est ici creusé, hétérogène, avec des bords flous. On voit un front de condensation qui va décroissant par rapport au centre de la lésion. Les unités Hounsfield étaient inférieures à 880. Si on applique ça à notre patient, donc l'homogénéité, alors on peut dire que globalement les petits c'est difficile, mais sur le gros nodule là qui est proche du pédicule, on a un nodule qui est un peu hétérogène, vous voyez, avec des zones plus claires sur la portion moyenne du nodule. Concernant la densité, vous voyez, j'ai fait sur l'image de droite une mesure, c'est la deuxième ligne qu'il faut lire, la moyenne, donc il y a 548 unités Hounsfield, donc on est bien sur un nodule qui a l'air actif. Les bords sont plutôt flous. On peut certes bien voir les nodules, mais notamment sur le gros, on voit qu'il y a un petit front de condensation périphérique. Les nodules sont de taille inégale. Bref, ces nodules remplissent presque tous les critères pour dire qu'on est face à des nodules actifs, ce qui colle bien d'ailleurs avec le tableau clinique, l'altération de l'état général et les douleurs, et puis avec le syndrome inflammatoire biologique. Voilà la scintigraphie de notre patient, donc ça nous confirme bien qu'on n'est pas sur quelque chose de bénin, de congénital, de constitutionnel, de lentement évolutif. Et donc, on reprend notre arbre diagnostique et on est bien dans la gamme diagnostique d'ostéocondensation, donc multinodulaire, et on a caractérisé l'aspect actif de ces nodules, et vous voyez que le champ d'hypothèse est restreint, et chez lui, il s'agissait de métastase osseuse d'un cancer prostatique.
On va passer au deuxième cas. Il s'agit d'un patient de 44 ans qui n'a pas d'antécédent particulier, qui vient vous consulter pour une dorsalgie mécanique chronique qui évolue depuis très longtemps, avec des hauts et des bas. D'un point de vue biologique, vous avez l'absence de syndrome inflammatoire, une ENFS qui est normale et un bilan hépatique et rénal normal également. Il y a un scanner TAP qui est demandé peut-être par excès. Et voilà ce qu'il vous montre. Donc, je vous laisse le temps tranquillement d'analyser ces images. Donc, vous avez à gauche une coupe scanographique coronale qui passe par une partie de la charnière thoracolombaire, les ailes iliaques et les têtes fémorales, et puis une coupe axiale passant par le bassin. Donc là, on vous repose la même question. Quel diagnostic vous évoqueriez? Vous avez à nouveau le choix entre des métastases d'un cancer prostatique, une myélofibrose, une ostéopécilie ou une ostéopétrose. On rappelle le contexte clinique, homme de 44 ans, douleur mécanique dorsale. Il s'agissait d'une myélofibrose. Donc, si on se repose notre première question, est-ce qu'on est face à des condensations plutôt diffuses qui intéressent l'ensemble des pièces osseuses avec quasiment pas d'os normal, ou plutôt sur des condensations multinodulaires? Ben là, on est dans la première situation, hein, on est sur une condensation cette fois diffuse qui intéresse l'ensemble de la ou des pièces osseuses. Vous voyez que c'est l'ensemble des ailes iliaques et l'ensemble du sacrum et une partie de L5 qui semble condensée. Et donc, on va rentrer cette fois dans une autre gamme diagnostique. On est face à donc une condensation diffuse, cette fois, du squelette axial. Là aussi, il va y avoir une deuxième question à se poser. Là, la question qu'on va se poser, ce n'est pas de savoir si cette condensation a l'air active ou quiescente, parce que ça ne fonctionne pas comme ça et les critères qu'on a proposés précédemment pour les nodules ne sont pas applicables à une plage de condensation diffuse. Mais on va plutôt regarder les caractéristiques globales de la condensation. Est-ce que l'os est condensé de manière homogène? Est-ce que l'os s'est condensé certes de manière homogène, mais avec une composante fibrillaire, c'est-à-dire qu'on a l'impression que les condensations sont connectées entre elles, une espèce de réticulation? Est-ce que l'os est condensé de manière hétérogène, avec des endroits plus condensés que d'autres et éventuellement l'apparition de nodules? Est-ce qu'on a un aspect d'os dans l'os? On pourra en dire un mot si on a le temps. Est-ce que vous avez des éléments d'anthésopathie ossifiante? Et est-ce que sinon, vous avez d'autres aspects particuliers, notamment une ostéomégalie pour une maladie de Paget, un aspect en maillot de rugby pour une ostéodystrophie rénale ou un contexte de maladie de surcharge ou de drépanocytose? Donc, chez notre patient, est-ce que, vu l'image que je vous ai montrée, est-ce qu'on est plus sur quelque chose d'homogène, d'hétérogène, d'homogène fibrillaire, d'os dans l'os? Eh bien, on peut dire que c'est globalement homogène puisque toute la pièce osseuse est intéressée. Les lésions sont à peu près les mêmes partout, mais en revanche, on a l'impression qu'il y a une connexion entre ces images condensantes, un aspect fibrillaire, réticulé, et donc on est face à une condensation homogène et fibrillaire. Et vous voyez qu'une fois qu'on a évoquer cet aspect radiographique, et bien là, le champ diagnostique est très restreint et on va être face à ce qu'on appelle une myélofibrose. Alors, on va dire un mot de la myélofibrose après, mais la myélofibrose en soi, c'est plutôt un diagnostic soit radiographique, soit histologique. Ce n'est pas une maladie. On ne parle pas là de la myélofibrose primitive, qui était aussi appelée la splénomégalie myéloïde. On parle vraiment d'aspect histologique ou radiographique. Et donc là, on a un aspect scanographique de myélofibrose et on voit ça en gros dans les hémopathies et la mastocytose. Alors, un mot sur la myélofibrose. Donc, histologiquement, il s'agit d'une transformation fibreuse de la moelle osseuse qui peut être associée ou non à une métaplasie myéloïde de divers organes. Et vous pouvez même avoir ce qu'on appelle une hématopoïèse extramédulaire. C'est ce qu'on voit dans des cas tout à fait exceptionnels de myélofibrose évoluée, où vous avez des foyers d'hématopoïèse autour des reins, au niveau du rachis, etc. Cette myélofibrose, elle peut être primitive, c'est-à-dire la splénomégalie myéloïde, ou secondaire à une autre hémopathie, une leucémie, une myélodysplasie à un stade avancé, etc. Les principales causes secondaires, donc, vous voyez, sont le lymphome. Quand vous avez un envahissement lymphomateux intramédulaire, vous pouvez avoir une myélofibrose secondaire, le myélome et la mastocytose. Il s'agit d'une condensation osseuse diffuse, donc vous voyez que ça intéresse l'ensemble là du squelette axial, homogène et qui prédomine largement au squelette axial, même si on peut avoir une petite atteinte épiphysaire, notamment fémorale et humérale.
La spécificité, eh bien, c'est que dans les zones riches en os spongieux, comme les corps vertébraux et ce que je vous disais, les têtes fémorales et humérales, la trame osseuse fibrillaire épaisse, qu'on n'a pas normalement, est évocatrice de myélofibrose. Et dans certaines formes très évoluées, on peut ne plus du tout avoir cet aspect fibrillaire sur le squelette axial, ça peut être tout blanc, mais en revanche, il persiste en général sur les épiphyses des os longs, fémur et humérus notamment. Donc, chez notre patient, il s'agissait d'une découverte fortuite, d'une leucémie à tricoleucocytes. C'est une vraie histoire que je vous raconte. Ce patient n'allait pas très bien. Et très sincèrement, je ne sais pas si j'aurais fait aussi rapidement le scanner TAP. C'est des collègues d'une autre spécialité qui l'ont fait. Et ils se sont trouvés face à ces anomalies osseuses. Et c'est là qu'ils nous ont contactés. La biopsie ostéomédulaire qu'ils ont faite, vous voyez, retrouve ces images de leucémie à tricoleucocytes, donc qui fait partie des hémopathies lymphoïdes chroniques, qui n'est pas la plus fréquente au sein de ces entités, mais qui s'accompagne volontiers d'une myélofibrose secondaire. Et donc, c'est quelque chose qu'on peut volontiers voir dans cette hémopathie. Il y a souvent des signes B associés qu'il n'y avait pas du tout chez ce patient, même pas d'adénopathie profonde au scanner. Voilà, donc vous voyez, on a vu premier cas, ostéocondensation multifocale, multinodulaire. Deuxième cas, une condensation plus diffuse. On va continuer avec un troisième cas, patient de 50 ans qui n'a pas d'antécédent, une lombalgie mécanique depuis 3 mois, une biologie là aussi normale, absence de syndrome inflammatoire, NFS normal. Et devant cette lombalgie mécanique qui dure quand même, une radiographie est demandée. Voilà ce sur quoi vous tombez. Alors, j'ai un peu triché, ce n'est pas le même patient. Le patient, la radiographie, c'est bien notre patient. Et puis, c'est un collègue radiologue qui m'a passé des images scanographiques de la même maladie, mais chez un autre patient à droite. Et donc, devant cet aspect, qu'est-ce que vous évoquez comme pathologie? Des métastases de cancer prostatique, une myélofibrose, une ostéopécilie ou une ostéopétrose. Là aussi, je vous laisse un petit temps de réflexion. Donc, rappelez-vous, première question à se poser, est-ce que je suis face à une ostéocondensation diffuse? Est-ce que je suis face à une ostéocondensation multifocale ou multinodulaire? Et en fonction de ce que vous répondez à la première, si c'est multifocal, est-ce que c'est quiescent ou actif? Si c'est plutôt diffus, est-ce que c'est homogène, homogène fibrillaire, hétérogène, os dans l'os ou autre? Donc, il s'agissait chez ce patient d'une ostéopécilie, peut-être une maladie que certains d'entre vous ne connaissent pas encore, mais que je pense tous vous rencontrerez dans votre pratique de rhumatologue à plusieurs reprises, parce que c'est quand même quelque chose qu'on voit de temps en temps. Donc, chez ce patient, on avait bien une atteinte multinodulaire, disséminée du squelette axial. Est-ce qu'on était plus sur un aspect quiescent ou un aspect actif? Eh bien, on reprend nos critères et puis on essaie de les appliquer à notre patient. Alors, les nodules, vous voyez qu'ils sont très, très denses, complètement homogènes. Je ne vous ai pas mis la mesure de densité, mais elle est très élevée, supérieure à 1000. Les bords sont parfaitement nets, notamment sur le scanner. On voit très très bien le nodule pathologique et puis l'os à sa frontière est directement sain, normal, non condensé. On a des nodules qui sont globalement de taille égale. C'est un peu plus clair sur le scanner parce que sur la radiographie, on a la superposition des différentes couches osseuses. Mais vous voyez que sur le scanner, on a des nodules qui font la même taille. Je ne vous ai pas mis sa scintigraphie parce qu'il n'en a pas eu, mais si on lui en avait fait une, elle aurait été complètement normale. Et puis, on n'a pas de données pour les autres imageries. Donc, vous voyez qu'on est plus sur des nodules quiescents. Et donc, si on reprend notre gamme diagnostique, je reviens un petit peu en arrière, vous voyez, eh ben, c'est très restreint. Îlot-condensant bénin multiple, ostéopécilie ou ostéopathie striée. Alors, ostéopathie striée, je ne vous en parlerai pas là, mais globalement, c'est là aussi une ostéopathie congénitale, mais sauf qu'au lieu d'avoir, comme là sur l'ostéopécilie, des condensations nodulaires multiples, vous avez des stries osseuses, notamment sur les os longs, notamment sur le fémur. La méloréostose, vous connaissez, c'est l'image en coulée de bougie avec une condensation qui, elle, est plutôt corticale que trabéculaire, qui peut toucher le squelette axial, mais qui touche plus volontiers le squelette périphérique. Et puis la sclérose tubéreuse de Bourneville, on n'en parlera pas. Donc l'ostéopécilie, juste une diapo pour vous en dire un mot, parce que vraiment, je pense que vous en verrez tout. C'est une affection donc génétique, autosomique dominante, avec un gène qui a été identifié maintenant depuis quelques années. Ce gène est commun aux ostéopécilies et à l'ostéopathie striée, ainsi qu'à la méloréostose.
C'est tout le temps une découverte radiographique fortuite puisque c'est tout le temps asymptomatique. Donc, c'est pour un autre motif. Bien sûr, cette ostéopoïcilie chez ce patient n'expliquait pas du tout sa lombalgie. Elle peut être associée à une pathologie cutanée assez rare dans un quart des situations qui s'appelle une dermatofibrose lenticulaire disséminée. Donc, ça porte un nom particulier. C'est des lésions cutanées complètement asymptomatiques qui sont une espèce de granulation cutanée superficielle qu'on peut retrouver sur le tronc et les membres de ces patients. Et à la radiographie, vous aviez ces images typiques d'énostose. Donc ça, c'est le terme énostose, ça veut dire une présence de corticales intratrabéculaires de petite taille, qui sont toutes de taille égale, de distribution habituellement symétrique. Et vous voyez avec une prédilection pour les épiphyses et les métaphyses des os longs, du carpe, du tarse, de la scapula et du bassin. Et je vous rappelle que pourquoi est-ce qu'il y en a beaucoup au bassin? Si vous faites une radiographie du bassin à un enfant de 4 ans, vous verrez que en fait, un bassin, ce n'est que un regroupement d'épiphyses multiples et que chez l'enfant, il y a des noyaux épiphysaires absolument partout. Et donc, comme cette maladie touche volontiers les épiphyses, il est logique qu'elle touche le bassin en priorité. Et bien sûr, on ne fait rien et on ne surveille pas. On lui dit, on le rassure et que c'était rien du tout. Dernier cas, un patient de 42 ans qui présente des rachialgies depuis l'âge de 7 ans. À 14 ans, il présente une fracture spontanée du fémur gauche, dont l'ostéosynthèse est décrite comme difficile dans le compte-rendu. Par la suite, il fait de nombreuses fractures costales, métatarsiennes. Et à l'âge de 30 ans, une fracture du fémur droit sur un traumatisme minime. Il est ostéosynthésé et repris 5 fois, donc là aussi une ostéosynthèse très difficile. Depuis l'âge de 35 ans, il note une chute des dents définitive, la pose d'implant impossible. Biologiquement, il n'a pas de syndrome inflammatoire, mais il a une anémie chronique isolée entre 10 et 11 grammes par décilitre, à régénérative. Et actuellement, il se plaint d'une boiterie de hanche droite au moment où nous, on le voit dans le service. Je vous ai mis voilà, sa radiographie, qui est impressionnante pour tout un tas de raisons. Donc, que je vous laisse le temps d'observer. Donc, il y a globalement 3 choses à voir sur cette radio. Il y a bien sûr son matériel d'ostéosynthèse qui est la première chose. La deuxième chose qui est la raison de sa douleur. Et la troisième chose qui est la raison du fait qu'il ait fait ce qu'il a fait et qui lui a fait mal. Donc, même proposition. Est-ce qu'il s'agit de métastases de cancer prostatique? Est-ce qu'il s'agit de myélofibrose, d'ostéopécie ou d'ostéopétrose? Donc, la question que vous posez là, c'est est-ce que vous êtes face à une condensation multinodulaire ou une condensation diffuse? Là, la réponse est extrêmement simple. Vous êtes face à une ostéocondensation diffuse du squelette axial. Et donc, la deuxième question que vous allez vous poser, c'est est-ce que c'est homogène, hétérogène ou homogène fibrillaire? Là aussi, c'est assez simple d'y répondre. On est face à quelque chose de très homogène. Vous voyez que tout son bassin est complètement condensé. Alors, la raison de sa douleur, vous voyez, c'est une fracture de la iliaque droite qui était responsable de la douleur et de la boiterie. Et donc, vous avez une condensation complètement homogène. Et une fois que vous avez dit ça, là aussi, vous avez un champ de gamme diagnostique très, très restreint, puisque en gros, alors, il faut toujours se méfier, vous savez, de ces métastases osseuses prostatiques ou parfois du sein qui donnent des condensations très diffuses qui peuvent mimer une ostéopathie congénitale. Mais quand même, vous avez souvent un contexte. Là, c'est une histoire qui dure depuis 30 ans. Il a fracturé à l'âge de 14 ans. Donc, on n'est clairement pas dans quelque chose d'acquis et quelque chose de rapidement évolutif. Et donc, on était bien dans ce spectre des maladies osseuses constitutionnelles qui peuvent parfois passer inaperçues chez l'enfant. Et les 3 principales, c'est bien sûr l'ostéopétrose, le syndrome de masse osseuse élevée et une maladie très rare dont on ne parlera pas du tout, qui est l'ostéomésopygnose, qui est en fait une forme mineure d'ostéopétrose. Alors, un mot sur l'ostéopétrose, on devrait plutôt dire d'ailleurs les ostéopétroses. C'est un groupe de maladies qui est caractérisé par une condensation osseuse trop importante et donc qui fait partie des maladies à masse osseuse élevée. Dans ces maladies, en gros, on distingue 2 types de classes, on va dire, de pathologies selon qu'il y ait une diminution de la résorption, ce qui est le cas des ostéopétroses, ou une augmentation de l'ostéoformation, ce qui est le cas d'autres maladies osseuses constitutionnelles comme le syndrome de Worth, etc.
Dans les ostéopétroses, vous avez donc cette réduction de la résorption osseuse des ostéoclastes qui a pour conséquence donc un déséquilibre, ça vous savez ça aussi bien que moi, l'os est un perpétuel équilibre entre les ostéoclastes et les ostéoblastes, et donc les ostéoclastes étant moins fonctionnels dans l'ostéopétrose, vous avez une condensation osseuse importante. Alors avant, on classait les ostéopétroses selon les phénotypes cliniques. Maintenant, avec la génétique, on a démembré différentes sous-classes d'ostéopétrose et c'est plus par ce mécanisme moléculaire et génétique qu'on les classe maintenant. Voilà, donc j'en ai terminé pour la présentation. Donc, si je devais conclure par un message important, vraiment l'objectif de ce cours, ce n'était pas que vous sachiez exactement ce qu'est une ostéopétrose, ce qu'est une ostéopécilie, etc. C'était d'avoir, encore une fois, la démarche diagnostique en tête qui est assez simple puisque vous voyez qu'il y a juste 2 questions à se poser et après on peut avoir la gamme diagnostique dans un bouquin, sur un coin de table ou sur le portable. Mais vraiment, j'observe chez un patient des condensations diffuses axiales. Est-ce qu'elles sont homogènes et diffuses? Est-ce qu'elles sont multinodulaires? Et après, je me pose la deuxième question. Si c'est multinodulaire, est-ce que c'est actif ou quiescent? Si c'est diffus, est-ce que c'est homogène, hétérogène, etc. Et là, on restreint le champ diagnostique et en général, on ne se trompe pas et on peut faire un pré-diagnostic radiographique. Alors, dans ces pathologies-là, il y a tout un tas de pathologies où on peut s'arrêter à la radio. C'est le cas de l'ostéopécilie, c'est le cas de la méloréostose, etc. Il y a bien sûr tout un tas d'autres pathologies, notamment la myélofibrose et les lymphomes, où il faut aller jusqu'à l'histologie pour confirmer le diagnostic. Je vous remercie et j'attends vos questions s'il y en a. Nicolas, merci beaucoup. Alors, généralement, elles mettent un petit peu de temps à venir, les questions, mais comme ça me permet déjà de te remercier et de vraiment te féliciter de la qualité pédagogique de ta présentation et vraiment aussi pour insister sur justement d'avoir cet algorithme diagnostique dans la tête. Je crois que c'est important. Tu as dit que tu en parlerais peut-être si tu avais le temps, donc le temps que les questions viennent. Est-ce que tu veux dire un mot du Schnitzer et de ses Ah oui, condensations? oui, oui, avec plaisir. Alors, le syndrome de Schnitzler, vous savez, c'est une pathologie qui est à la frontière, alors qui a été décrite par une dermatologue, hein, et qui est à la frontière entre la médecine interne, la rhumatologie et la dermatologie. Et donc, elle est caractérisée, donc ça reste une maladie rare. C'est une maladie qui est caractérisée par une fièvre récurrente, en général entre 38,5 et 40, des manifestations cutanées à type d'urticaire le plus souvent, avec une composante neutrophilique à l'histologie. Vous avez une atteinte, bien sûr, qui est quasi indispensable au diagnostic hématologique. Donc, c'est-à-dire il faut une gammapathie monoclonale. Dans l'immense majorité des cas, Des c'est une GG. IgM. Voilà, parfois des IgG. Ils sont rapportés des cas sans gammapathie monoclonale, mais je pense que ça reste délicat. Et puis une atteinte, on va dire, de l'appareil locomoteur, qui est rarement des arthralgies, exceptionnellement des arthrites et très souvent des atteintes osseuses condensantes. Et puis la nouveauté ces dernières années quand même, il faut se méfier. Certains syndromes de Schnitzler, notamment ceux à gammapathie monoclonale négative, sont en fait des maladies auto-inflammatoires du spectre des CAPS, donc des cryopyrinopathies, qui sont en fait la plupart du temps des maladies donc monogéniques congénitales, mais qui peuvent avoir un caractère acquis. On peut avoir des mutations somatiques et donc qui peuvent mimer des Schnitzler. Voilà. Ok. Alors, autre question. Pareil, tu avais dit que si tu avais un peu de temps, l'aspect d'os dans l'os. Ah oui, alors l'aspect d'os de lance, ben on va revenir. Attends, si je peux revenir sur le tableau. Voilà, Tu as parfait. toujours la Voilà, main de toute façon. parfait. Donc, sur ce tableau, effectivement, donc l'aspect d'os dans l'os, vous voyez que face à une condensation diffuse du squelette axial, si vous avez un aspect d'os dans l'os, donc qu'est-ce que c'est? C'est par exemple sur une vertèbre, vous aurez l'impression d'avoir une vertèbre dans la vertèbre, c'est-à-dire que vous aurez un petit carré condensé dans la vertèbre normale. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est évocateur. Alors, c'est pas pathognomonique de l'ostéopétrose dominante de type 2, qui est l'ostéopétrose qu'on voit chez l'adulte, hein, c'est la maladie d'Albert-Schoenberg, mais il faut savoir l'évoquer. L'autre chose qu'il faut savoir évoquer si on est face à une image d'os dans l'os, c'est est-ce qu'il y a eu une immobilisation prolongée dans l'enfance, notamment sur une grosse infection, une ostéomyélite ou quoi. Et en fait, sur le retard de croissance osseuse, il peut y avoir, lors de l'alitement, en fait, une condensation osseuse qui se fait
puis la croissance osseuse qui reprend, et donc on peut aussi avoir cet aspect d'os dans l'os. Donc c'est en gros, voilà, c'est les deux pathologies qu'il faut évoquer, c'est l'ostéopétrose et l'immobilisation dans l'enfance, et puis parfois la drépanocytose, même si quand même la drépanocytose, c'est plus volontiers l'aspect de vertèbre en H qu'on voit sur le rachis. Alors, je ne vois pas d'autres questions. Je vais en profiter déjà pour lancer le sondage. Comme ça, ce sera fait. Pour vous annoncer que, vu le succès, on continue les mercredis du COFER. Donc là, le programme est déjà prévu pour le trimestre qui vient. Et puis, si un jour on revient à la vie normale, on arrêtera peut-être ou on commencera peut-être un petit peu plus à espacer. Si c'est possible, on verra en fonction. Vous aurez en fait la possibilité aussi de revoir la présentation de Nicolas, comme toutes les présentations, sur la chaîne YouTube du COFER. Donc ça, vous savez qu'à partir dès que c'est fini l'enregistrement, là, en fait, on la bascule sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas. On voit qu'on a des centaines de vues derrière. Donc, Nicolas, tu vas devenir une vraie star. Super. Et puis bah, écoutez, si je vois... Ah si, j'ai une question. Bah, écoutez, je vais essayer, même on essaiera de continuer, même sans le Covid, ça va. Merci en tout cas pour les encouragements. En tout cas, ça nous fait vraiment beaucoup de plaisir de voir qu'il y a un vrai retour sur ce format de formation. Écoute, Nicolas, merci encore beaucoup. C'est toujours aussi pédagogique et je pense que c'est vraiment bien de se poser quelques questions et ça évite des biopsies par excès chez certains patients. Donc ça, c'est quand même pas mal. Juste une dernière question, parce que ça, c'est souvent cause de discussion dans mon service. Jean-Denis Laredo dit qu'on ne peut pas avoir de COPCI sans avoir des lésions sur les doigts. Est-ce que tu dis la même chose ? Non, moi je dirais pas la même chose. Alors c'est difficile parce que moi les quelques ostéopécies que j'ai vues, j'avais pas toujours des radios des doigts. Je pense que c'est fréquent effectivement sur les doigts. Je le challengerai là-dessus. Je ne serai pas aussi systématique que lui. Ça va. Bon, en tout cas, merci encore à tous. Merci. Bonne journée et puis à mercredi prochain pour les internes. Ciao, ciao.